Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. La justice vient de me déclarer innocent. Nicolas Sarkozy réagit ainsi à son non-lieu sur sa page Facebook. L'ex-chef de l'État remercie tous ceux qui l'ont soutenu et tacle ceux qui ont, selon lui, utilisé l'affaire Bettencourt. On ne gagne jamais à calomnier, on ne fait qu'abaisser la démocratie, dit-il. Ses proches évoquent son retour sur le devant de la scène politique. Analyse dans ce journal de François Dorcival, éditorialiste à Valeurs Actuelles. Le gouvernement tente de ménager tout le monde. Il compose avec le patronat en abandonnant le projet de taxe décrié sur l'excédent brut d'exploitation. Il ménage aussi sa majorité en se déclarant ouvert à des mesures de pouvoir d'achat dans le budget. Mais au final, quelle ligne politique tient-il? Décryptage ce soir de Jean-Louis Gombaud. Et pour réagir à toute cette actualité, notre invité ce soir, ancien ministre universitaire, membre de l'Académie française, Xavier Darcos. Nous parlerons en détail de son livre « Oscar a toujours raison ». Vous connaissez sans doute le fantasque Oscar Wilde et ses bons mots. Nous découvrirons bien d'autres facettes de ce personnage en avance sur son temps. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. Et avant d'évoquer tous ces sujets, cette information, ce soir, on a appris la mort de Patrice Chéreau, décédé des suites d'un cancer du poumon. À l'âge de 68 ans, il était metteur en scène de théâtre et d'opéra, acteur, réalisateur. Il a mis en scène notamment Phèdre de Racine au cinéma. Il réalise Ceux qui m'aiment prendront le train. Et c'est en 1994 avec la reine Margot et Isabelle Adjani qu'il rencontre un grand succès auprès du public. On regarde un extrait de la reine Margot. Henri de Bourbon, roi de Navarre, acceptes-tu de prendre pour épouse Marguerite de Valois? J'accepte. Marguerite de Valois, acceptes-tu pour époux Henri de Bourbon, roi de Navarre? Marguerite de Valois, acceptes-tu pour... Au nom du Père, au nom du Fils et au nom de la Sainte Église, je vous déclare mari et femme. Voilà donc pour cet extrait. Dans l'actualité ce soir, les remerciements de l'ancien chef de l'État sur sa page Facebook après son non-lieu dans l'affaire Bettencourt. Nicolas Sarkozy remercie tous ses soutiens, adresse un message aux Français et répond à ceux qui ont mis en cause sa probité. On voit tout cela avec lui, Sybille. Tout sourire. Pendant sa visite à la mosquée de Paris cet après-midi, Nicolas Sarkozy a appris que sa mise en examen aboutissait à un non-lieu. Soulagé, il en a rapidement profité pour lancer un message sur les réseaux sociaux. On ne gagne jamais à calomnier, on ne fait qu'abaisser la démocratie. Une légère pointe de revanche après plus de 2 ans d'enquête. L'ancien chef de l'État a été accusé d'avoir soutiré de l'argent à la milliardaire Liliane Bettencourt pour financer sa campagne électorale. L'innocence de Nicolas Sarkozy est donc établie. Justice lui a été rendue. Un non-lieu qui lui enlève aussi une épine du pied pour son éventuel retour en politique. Ce non-lieu permet évidemment de regarder la suite avec plus de décontraction. Donc je pense que pour des millions d'électeurs de droite, ce matin, ça a été beaucoup de satisfaction. Et pour quelques ambitieux de gauche et de droite, peut-être un moment plus difficile à vivre. Un retour qui pourrait faire grincer des dents. François Fillon a réagi sur Twitter, s'estimant heureux de cette nouvelle, sans de plus amples commentaires. À gauche, la discrétion est de mise. La majorité est restée silencieuse à l'annonce du non-lieu. Pour elle, la justice doit demeurer un organe indépendant. Il ne faut pas que le ministère de la Justice donne des instructions aux juges, on est bien d'accord. Il ne faut pas revenir dans une politique où on instrumentalise la justice. Ça a existé dans le passé. Je ne souhaite pas qu'on revienne sur cela. Si l'ancien président est épargné, les 10 autres personnes mises en examen sont, elles, renvoyées devant le tribunal correctionnel. Parmi celles-ci, Éric Woerth, l'ancien trésorier de l'UMP.
Les doutes et les interrogations se multiplient au lendemain de l'élimination de la gauche à la cantonale partielle de Brignoles dans le Var. Le second tour verra s'affronter le Front National, sorti vainqueur hier, et l'UMP. Et c'est un véritable coup de semonce pour les socialistes qui ont perdu de nombreuses élections partielles depuis leur arrivée au pouvoir en mai 2012. Et à l'approche des municipales dans quelques mois, eh bien, le parti est en mauvaise posture. Les détails avec Aurélien Romano. Après la claque, les questions. À Brignoles, les candidats de gauche sont hors jeu. Socialistes et communistes appellent à voter contre le FN et cherchent les responsables de cet échec. La faute à l'abstention, la faute aux dissensions. On était dans un canton où, à l'évidence, la division à gauche risquait d'aboutir à ce qui s'est produit, c'est-à-dire à faire en sorte que les candidats de gauche soient éliminés dès le premier tour. Des divisions à gauche, les Verts sont pointés du doigt. Ils se sont présentés séparément au premier tour de cette cantonale partielle. Un choix assumé par les écologistes. Il est toujours très facile d'accuser les uns ou les autres d'être à l'origine, paraît-il, d'une division, mais les électeurs ont besoin aussi de se reconnaître, de savoir que leurs idées sont portées par d'autres. Au parti de gauche, le coprésident accuse l'exécutif de mener une politique qui conduit au vote extrême. Pour Jean-Luc Mélenchon, pas de consigne de vote. Moi, je serai là-bas, je vois pas comment je vote UMP. Enfin, c'est la peste ou le choléra, c'est tous les mêmes. Ils racontent les mêmes choses, ils ont les mêmes objectifs, ils tiennent les mêmes propos insensés. Une déclaration prise avec beaucoup de distance au Parti socialiste. Ce que je veux dire, c'est que la politique, c'est pas ça. C'est pas la défense d'intérêts d'appareil ou de jeux entre partis politiques. Vous pensez que ça peut nous faire plaisir, nous, d'appeler à voter UMP? Et souvent, une UMP qui dit qu'elle ne ferait pas pareil. C'est très difficile à expliquer à nos électeurs. Cas par cas ou consigne générale, la recette anti-FN n'est toujours pas trouvée. Un casse-tête électoral en vue pour la majorité à 5 mois seulement des municipales. La suite du 22h avec nos invités ce soir, je vous les présente avec plaisir. Pour l'analyse économique, notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Pour le décryptage politique, François Dorcival, éditorialiste à Valeurs Actuelles. Bonsoir. Bonsoir Sonia. François. Et notre invité ce soir, ancien ministre, ambassadeur, universitaire, membre de l'Académie française et l'auteur de ce livre dont nous allons parler en détail dans quelques instants. Oscar a toujours raison. Bonsoir. Xavier Darcos, mais d'abord, l'actualité, la triste actualité ce soir, c'est la mort, le décès de Patrice Chéreau. Je voulais vous demander d'abord votre réaction. Vous l'avez connu et rencontré. Bien sûr, j'ai connu Patrice Chéreau et surtout, ma dernière grande émotion théâtrale, c'est la mise en scène extraordinaire qu'il a faite lors du dernier festival d'Aix-en-Provence, la mise en scène d'Electra de Richard Strauss. Avec une très jolie direction musicale aussi, de Salonen, mais avec une mise en scène incroyablement émouvante, et une tragédie très sobre et très puissante, traversée aussi par des grandes transes, et tout le monde se souvient sans doute que toute la salle était debout à la fin de toutes les représentations. C'était un succès extraordinaire. C'est la dernière fois que je lui ai parlé, d'ailleurs, pendant l'entrée. C'est la dernière fois que je l'ai rencontré. C'est la dernière fois aussi, je crois, qu'il a réalisé quelque chose d'aussi puissant. Et il a laissé une trace formidable. Ce qui est aussi important à souligner, c'est la multiplicité de ses casquettes. Homme de théâtre, acteur, réalisateur, grand artiste. Grand artiste, artiste complet, oui, bien entendu. François Dorcival, artiste complet, grand réalisateur. Très grand réalisateur, qui est donc décédé à l'âge de 68 ans. Dans l'actualité à présent, on va parler évidemment d'économie. Ce sont des discussions souvent vives, des rendez-vous, des coups de fil. Les contacts ont été nombreux entre le patronat et le gouvernement ces derniers jours. Alors au cœur des conversations, il y a une taxe qui a fortement mécontenté le patronat, celle sur l'excédent brut d'exploitation. Finalement, le gouvernement renonce à ce projet qualifié d'hérésie fiscale par le MEDEF. La CFDT dénonce ce soir les zigzags du gouvernement. Alors, toutes ces annonces sont-elles contradictoires? On en parle dans un instant avec Jean-Louis Gombault. Mais d'abord, on écoute sur ce sujet la réaction satisfaite de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Écoutez. On ne peut pas présenter quelque chose en loi de finances, revenir dessus quelques jours après, et puis ensuite nous dire bah oui, on bricole, on ne sait pas très bien où on va. Franchement, c'est quand même pas. On a un peu un sentiment d'improvisation. Ce qu'on souhaiterait, c'est que plutôt que d'avoir comme objectif de récupérer 2,5 milliards d'euros supplémentaires sur les entreprises, on saisisse l'occasion pour diminuer les prélèvements sur les entreprises et qu'on simplement on diminue les dépenses plutôt, encore une fois, d'augmenter les recettes. Voilà, réaction satisfaite du côté à la fois du MEDEF et de la CGPME, mais la CFDT parle de zigzag du gouvernement Jean-Luc Gombault. Est-ce que c'est le cas ?
On peut parler de zigzag en effet. Alors on va faire un petit retour en arrière, marche arrière avant le zigzag. C'est d'abord au printemps quand le président de la République annonce une nouveauté, que son contrat emploi-compétitivité. Et là tout le monde se dit, là il y a un tournant quand même dans la politique économique du gouvernement. Et ensuite, non seulement ce tournant s'est transformé ensuite en virage à la rentrée, lorsque devant le MEDEF, M. Moscovici dit bien qu'à partir de maintenant, il y aura une stabilité fiscale sur les entreprises. À l'époque, personne ne parle de cet impôt sur l'excédent brut d'exploitation. Et c'est évidemment un virage après un tournant parce que M. Sarkozy avait augmenté les impôts sur les entreprises de 15 milliards dans les 18 derniers mois de sa présidence. Et dans les 18 premiers mois de sa présidence, M. Hollande les avait augmentés de 16 milliards. Donc là, on arrivait sur une stabilisation globale et les entreprises étaient plutôt satisfaites de montrer l'attachement que le gouvernement pouvait leur accorder. Et puis après, on dit, ah non, ça va pas, il nous manque 2,5 milliards. Et on tombe cet impôt nouveau qui est l'excédent brut d'exploitation, qui était absolument... C'est pas seulement que c'était un impôt nouveau, bon ça c'est déjà un problème en soi, mais c'était la structure même de cet impôt, puisque en fin de compte, il proposait une taxe sur les amortissements des entreprises. Autrement dit, plus vous investissiez, plus vous payez un impôt, puisque c'était compris dans vos amortissements. Et au début, M. Cazeneuve parle d'un impôt de 3% d'excédent brut d'exploitation. Tollé des entreprises, ah non, pas 3%, ça sera 1,1%, puis c'est devenu 1%. Et puis, hier soir, le ministre de l'économie, non, je mets ça de côté, ça sera l'excédent net d'exploitation, c'est-à-dire hors amortissement. Donc ça ne taxe plus l'investissement. Et puis aujourd'hui, on apprend, non, même l'excédent net d'exploitation, on le supprime et on revient à un impôt que M. Sarkozy lui-même avait instauré, c'est-à-dire un impôt exceptionnel de 5% sur les bénéfices des entreprises. Donc, on remplace un impôt exceptionnel par un autre impôt exceptionnel. Donc on est quand même dans une situation je m'excuse auprès de M. Darcos, parce que c'est une image tellement ubuesque, si vous voulez, 5%. Et alors, à partir de là, il y a une espèce d'incohérence quand même qui s'établit et on peut parler effectivement, je crois, de zigzag. Zigzag, mais au bout du compte, quelle est la ligne du gouvernement? Quelle politique? Alors, tenir une ligne droite dans un zigzag, c'est une chose d'assez complexe, n'est-ce pas? Mais les choses risquent de se compliquer parce que soit la conjoncture ne s'améliore pas. Alors à ce moment-là, on va parler politique tout de suite, mais il va y avoir de la part même de l'équipe, des soutiens de M. Hollande, vous voyez, ça ne s'améliore pas, il faut revenir en arrière. Soit la conjoncture s'améliore, la reprise s'affirme. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, il est temps que les gens profitent de cette reprise. Donc, revoyez également votre politique. Donc, à partir de ces zigzags que nous avons notés sur la question fiscale des entreprises, ont de fortes chances, je pense, en tout cas, de s'accentuer. On va voir sur la suite. Et nous suivrons tout cela. Merci beaucoup Jean-Louis Gombault. Restez avec nous. L'actualité ce soir, ce sont les remerciements, le soulagement et aussi l'attaque politique de Nicolas Sarkozy après son non-lieu dans l'affaire Bettencourt. L'ancien président a donc remercié tous ses soutiens. Il a adressé un message aux Français et il a répondu à ceux qui ont mis en cause sa probité. On ne gagne jamais à calomnier, on ne fait qu'abaisser la démocratie, dit-il. Et on en parle avec François Dorcival. François, quelles sont les premières conséquences presque immédiates de cette décision? Les stratégies des uns et des autres vont évoluer en fonction de ce qui s'est passé aujourd'hui. Écoutez, lorsqu'il a été mis en examen au mois de mars dernier, c'était quasiment fini pour lui. Voilà, c'était terminé. Aujourd'hui, il a un non-lieu. Moi, j'ai toujours pensé que même s'il n'y avait pas eu ce non-lieu, pour son avenir politique, ça ne changeait rien. Et le non-lieu vient le renforcer. Mais on avait bien vu, lorsque, au mois de juillet, le Conseil constitutionnel a annulé ses comptes de campagne, qu'il était en mesure, lui, Nicolas Sarkozy, et l'UMP, naturellement, de réunir 11 millions d'euros, plus de 11 millions d'euros, donc une campagne formidable auprès de sa famille politique qui continue de le soutenir. Ce qui est important dans cette affaire, c'est en effet l'idée qu'on ne calomnie pas en vain, perpétuellement, sans respecter la présomption d'innocence. Et surtout que, en 2 ans et demi, avec les perquisitions, les policiers, les juges, etc., on aboutisse à un tel non-lieu. Les dégâts politiques, ils ont été faits, surmontés, et par conséquent, il a passé aujourd'hui cette épreuve, et je crois que finalement, pour lui, certes, le terrain est libre, mais du point de vue de son comportement, de sa stratégie politique, si elle était arrêtée, elle était déjà
avant. Ah. Alors sur sa stratégie, on entend partout la même question. Est-ce que l'ex-président va revenir dans le jeu politique? Et quand, en fait, est-ce que déjà, il n'est pas déjà là chaque semaine avec cette stratégie dont parle son plus fidèle lieutenant, Brice Hortefeux, la carte postale? La fameuse carte postale, il en a dressé toujours, et il continue en effet, quand ça n'est pas le juge gentil, le fameux juge gentil, qui le fait lui-même aujourd'hui. Je pense qu'il a bien en tête de vouloir continuer à s'occuper des affaires de la France, des affaires partisanes, c'est une autre aventure. Il veut rester au-dessus de la mêlée. Xavier Darcos, c'est un obstacle de moins sur la route du retour de Nicolas Sarkozy? Écoutez, moi je n'ai pas à en juger. Ce que je vois surtout, c'est que tout cela a duré très longtemps, c'était très lourd, très difficile, et j'espère que ce non-lieu fera l'objet de la même publicité que ne faisaient naguère les divers événements, les perquisitions, les convocations dont Nicolas Sarkozy était l'objet. Est-ce que vous avez gardé des contacts réguliers récents avec l'ex-président? J'ai des contacts avec l'ex-président. Comment vous voyez cette bataille qui se profile peut-être entre les deux hommes avec lesquels vous avez travaillé, collaboré, porté des réformes importantes, François Fillon et Nicolas Sarkozy? Je crois que la compétition politique, elle est continuelle. Et chacun essaie pour l'instant de placer ses pions, de se faire entendre. Mais tout cela est un peu prématuré par rapport aux présidentielles qui auront lieu dans 4 ans. Oui, mais elle va être vive, elle peut être, disent certains, sanglante. Est-ce qu'il y en a eu de non vives? Une autre question d'actualité sur un domaine que vous connaissez bien, l'école, puis on va parler de votre livre. Vous avez apporté votre soutien à la réforme et au ministre Vincent Peillon. Beaucoup de choses sont dites finalement sur les rythmes, la fatigue des enfants, le financement de cette réforme et l'essentiel, le niveau des résultats des écoliers français qui ne cessent de régresser. Est-ce que les politiques qui sont en train d'être menées peuvent contribuer justement à augmenter ces résultats? La seule chose que j'ai dite, c'est que la question des rythmes scolaires est une question très ancienne qui est posée dans tous les pays modernes. Comment faire en sorte que les enfants respirent dans une semaine qui est souvent très chargée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais rendu le samedi matin aux familles, parce que de fait, ce n'était plus un moment très propice au travail à cause de la société d'aujourd'hui. C'est ainsi. Donc, il n'y a pas à jeter la pierre à quelqu'un qui cherche à réfléchir sur cette question des rythmes scolaires, qui, je le répète, est presque aussi ancienne que l'école. Mais les élèves ne seront pas évalués lorsqu'ils seront devant des examinateurs ou lorsqu'ils seront comparés aux autres élèves du monde. Par PISA, par exemple, ils ne seront pas évalués sur leur connaissance de laïcité ou sur les après-midi qu'ils auront eus. Donc, il faut que cet équilibre de la semaine leur permette de mieux travailler, d'être plus performants et que le cœur de l'école reste tout de même le savoir. Donc il y a encore des choses à trouver, à imaginer pour trouver cet équilibre encore dans la réforme et pour les enfants. Pour l'instant, ça peut progresser. Alors votre actualité, c'est ce livre, Xavier Darcos, Oscar a toujours raison. Alors votre livre nous permet de découvrir ou de redécouvrir le personnage, Oscar Wilde. De prime abord, quand on pense à lui, je ne sais pas si c'est votre cas, François Dorcival et Jean-Luc Gombault, eh bien on a l'image un peu d'un personnage farfelu, plaisantin, fantasque, un peu un superficiel d'apparence. Oui, j'ai souvent dit qu'il serait plutôt du côté de Lady Gaga aujourd'hui. Hein, mais parce qu'il avait un côté comme ça extrêmement insolent, un peu fou, très provocateur. Mais derrière tout cela, il y avait une très grande profondeur. D'abord, c'est un écrivain absolument majeur. L'œuvre d'Oscar Wilde comme écrivain est très importante. Le portrait de Dorian Gray, l'ensemble de son théâtre, les textes qu'il a écrits après la prison, qui sont des textes extrêmement pathétiques. Donc c'est un grand écrivain. Mais c'est aussi quelqu'un qui avait un sens extraordinaire de la répartie, du paradoxe, du contre-pied. Un vrai virtuose. Un virtuose de l'humour, qui est presque sans exemple. C'est d'ailleurs, je constate d'ailleurs qu'on le cite souvent en attribuant à d'autres qu'à lui des formules qui étaient les siennes. On les attribue à Pierre Dac, à que sais-je, on les dit, à Francis Blanche. D'ailleurs, on va regarder quelques phrases, maximes célèbres, on va les voir. Les aphorismes je vais vous les citer. Quand les gens sont de mon avis, j'ai toujours le sentiment de m'être trompé. Tout à fait, Pas mal. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. Ou encore, il faut viser la lune, car même en cas d'échec, où est-ce qu'on atterrit, François Dorcival? Dans les étoiles. Mais, Xavier Darcos, vous grattez le vernis et vous lui trouvez au fond une manière très moderne de voir les choses, le monde qui l'entoure. C'est pour ça qu'il a toujours raison, Oscar? Alors, de fait, d'abord parce que plusieurs lecteurs d'Oscar Wilde ont constaté qu'il y avait une grande lucidité de sa part. Et le titre que j'ai choisi, c'est en fait une citation de Borges parlant d'Oscar Wilde, qui dit, on a tout dit sur Oscar Wilde, on a oublié de dire une chose, c'est qu'il a toujours raison. Et d'autre part, surtout, il me semble que sa manière d'aborder la vérité, comme étant fragmentaire, dispersée, pleine de contradictions,
instable, la vérité humaine, j'entends bien, et pas la vérité mathématique, la vérité humaine. Cette manière d'aborder la vérité par la fragmentation est une manière très moderne, presque postmoderne, on voudrait dire. Parce que l'inverse, aborder la vérité par le dogme, par les certitudes, par... Il avait horreur des dogmes, des certitudes et donneurs de leçons. On a vu surtout ce que ça a donné. Oui, des partisans. Ouais. Oui, et surtout... C'est presque physique d'ailleurs, il ne supportait pas ces gens. Il ne les supportait pas, surtout lorsque cette parole de vérité s'accompagnait d'une parole moralisatrice, une sorte de discours bien pensant qu'il fallait imposer au nom d'une vérité. Et donc, dès que quelqu'un donnait l'impression de vouloir, sur les questions humaines, sur les comportements, apporter une vérité éternelle et de se croire ou faire la morale, ça c'était l'ennemi, la cible absolue d'Oscar Wilde qui ne le ratait jamais. Avec ces gens-là. Oh, terrible. Et qu'il lui rendait aussi, parce qu'il il a été très décrié quand même. On lui a tout reproché, son côté provoque, son homosexualité également. Et c'est peut-être ça, il a été pris dans une affaire qu'il a précipitée. Oui, en fait, il a été finalement condamné pour sa vie sexuelle, ce qui aujourd'hui paraîtrait évidemment totalement saugrenu, ce qui même à son époque a beaucoup choqué. Mais on lui a fait payer à travers le procès de son homosexualité, de son indécence, on lui a fait, c'est comme ça que le terme avait été utilisé, des indécences, on lui a fait payer en fait tout le reste. De s'être moqué de tout, d'avoir été provocateur, d'avoir été insolent, d'avoir tourné en dérision des choses qui paraissaient absolument essentielles. Alors, tant qu'il était sur le devant de la scène, tout le monde applaudissait. Le jour où il a eu un... tout le temps dans les salons. Venez, il y aura Oscar Wilde. Et le jour où il a eu un genou à terre, tout le monde lui est tombé dessus. Et d'ailleurs, c'est un peu ombre et lumière, et grandeur et décadence, parce que c'est une chute brutale. Tout à fait. Un des spécialistes d'Oscar Wilde, M. Aquin, dit c'est de l'astre au désastre. Hein. Parce que c'était une brutalité folle. Il était encore en janvier, février, sur toutes les scènes de Londres, avec un succès fou, avec ses pièces de théâtre qui sont du pétillant, c'est du champagne continuel, c'est des banderies continuelles, et nous sommes en février-mars, tout va très bien, en avril, le procès, en mai, en prison pour 2 ans, et en prison, en travaux forcés pour 2 ans, et 2 ans après la sortie de cette prison, la mort. Donc une chute, véritablement. Mais entre la sortie de prison et la mort, rien de rien, il ne regrette rien, il ne change presque rien à sa vie, alors qu'on lui dit, attention Oscar, saisis ta chance, change de voix, change toi-même. Il s'échange si peu qu'il va retrouver son amant, comme dans une dernière provocation. Le même qu'il a précipité. Oui, le même qu'il a précipité. Ils se retrouvent ensemble en Italie parce qu'il ne veut pas choisir ce que les autres dictent pour lui. Et jusqu'à la fin, il est extraordinaire. Il y a une scène tout à fait terrible. Il est dans l'hôtel d'Alsace, qui est un hôtel qui est juste derrière le quai Conti aujourd'hui, où il est pratiquement en train de mourir. Il reçoit la note de son pharmacien, la note de ses médicaments. Quelques heures avant sa mort, il dit: je meurs comme j'ai vécu, au-dessus de mes moyens. Il y avait aussi une histoire par rapport à un papier peint. Oui, c'est ça. Il y avait un papier absolument hideux dans cette chambre. Il dit je ne supporte pas ce papier peint. Un de nous deux finira bien par sortir. Est-ce que vous croyez qu'il aurait aimé être immortel, comme vous, à l'Académie française? Je crois qu'il se serait beaucoup moqué des choses officielles qui accompagnent les rites académiques. Mais enfin, il l'aurait mérité au moins, parce que c'était un auteur de très grand talent. Mais l'Académie française a raté quelques auteurs. On vous aurait pu rater Oscar aussi. Alors je ne sais pas si elle l'aurait choisi. Ça c'est sûr. Il n'y a pas d'associés étrangers à l'Académie française. François d'Orcival, sur ce personnage, vous aussi Sur ce personnage, il y a une très très jolie pièce qui est donnée à la Gaîté Montparnasse, qui est de l'importance d'être sérieux, et ce ne sont que des bulles de champagne, et il y a des propos absolument merveilleux sur le socialisme, donc écrit à l'époque, et toujours vrai. C'est ce que vous avez retenu. Toujours vrai. Par exemple. Je les ai oubliés. Dites-nous ces bulles de champagne. Jean-Luc Gombault. Il a écrit un traité qui s'appelle De l'âme humaine sous le socialisme, où évidemment sa conception du socialisme est un peu particulière. C'était une manière de proposer une liberté. C'est plutôt de l'autogestion, si je puis dire, en fait, une espèce de rêve de liberté complète et de démarquage par rapport à la monarchie et au monde qui l'entoure, c'est-à-dire à l'époque victorienne, en fait. Jean-Luc Gombault, votre regard aussi sur le personnage. Sur Oscar Wilde, mais j'avais lu votre livre sur Tacite. Alors dans Tacite, on est quand même toujours dans la politique. Et là, vous signez quelque part un livre qui fait que vous avez complètement tourné la page de la politique. Enfin, lisez-le bien quand même. Ça parle un peu de choses d'aujourd'hui. Mais bon, c'est vrai qu'en revanche, j'ai passé une autre phase de ma vie désormais et que je n'ai plus à me mêler de tactique politique ou de combat politicien. Enfin, Oscar Wilde quand même lâche quelques flèches assez sévères sur les politiciens professionnels qui trouvent d'ailleurs
d'ailleurs être de mauvais menteurs. Il les compare aux avocats, alors qu'il fait du mensonge une vertu, lui. Mais il trouve que ceux des politiciens sont sont de grosses ficelles, dit-il. C'est vrai. C'est Oscar Wilde qui parle, vous l'avez bien compris. Moi, je ne saurais avoir un avis pareil. Et l'autre page de votre vie, donc après la politique, c'est l'Académie française. L'Académie française qui dévoile ses charmes dans un beau livre, sous la plume passionnante de l'immortel Dominique Fernandez, avec des photos inédites. Ça, pour le grand public, c'est passionnant parce qu'on ne connaît pas à l'intérieur de l'Académie. Vous y êtes bien ? Écoutez, pour l'instant, je ne suis pas encore installé. En revanche, comme François d'Orcival, je suis membre de l'Académie des sciences morales et politiques, et j'en suis même le secrétaire perpétuel, qui se trouve aussi dans les mêmes lieux que les autres académies, c'est-à-dire Nous avons deux académiciens, oui. Et donc, nous connaissons l'un et l'autre cette magnifique maison, qui est en effet superbe, et qui est aussi, ce que tout le monde ne sait pas, un lieu très studieux, un lieu de travail, très sérieux, et pas aussi démodé qu'on ne croit. Ici, il passe beaucoup de choses très actuelles. On débat, on réfléchit. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas forcément ce qui se passe, comment résumer en quelques mots bien le rôle et puis la fonction de l'Académie française? Qu'est-ce que vous faites? Alors, ça dépend des académies, évidemment. L'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques ou l'Académie française ne font pas la même chose, mais toutes sont des sociétés qui réunissent des gens très différents, très divers, et qui travaillent ensemble à mieux comprendre ce qui se passe dans les sociétés d'aujourd'hui, à protéger et à défendre le savoir, la langue, un certain nombre de vertus que nous considérons relever de l'intelligence et du mérite des... Travail. Oui, c'est un travail quotidien, de vigie, je dirais, mais pas du tout démodé, pas du tout réactionnaire, contrairement à ce que j'entends souvent dire. Vous avez besoin de le préciser quand même. Merci beaucoup, oui, parce qu'on le dit souvent. Xavier Darcos. Et je rappelle le titre de votre livre, Oscar a toujours raison, chez Plomb. Merci beaucoup, François d'Orcival et Jean-Luc Gombault. La dernière page du 22h avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info de Camilla Campuzano. Le bilan s'alourdit à Lampedusa. 17 nouveaux corps ont été retrouvés aujourd'hui. Les autorités recensent pour l'instant 211 migrants morts dans le naufrage de jeudi. Un drame aux frontières de l'Europe qui inquiète Bruxelles. Les ministres européens se réunissent demain pour tenter de trouver des solutions à un phénomène qui s'amplifie. La petite île italienne de Lampedusa doit gérer une immigration 4 fois plus importante que l'année dernière. Double attaque en Égypte. Une voiture piégée explose devant ce commissariat et tue 3 policiers. Près du canal de Suez, des hommes tirent sur des soldats et font 6 victimes. Des attentats au lendemain des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants pro-Morsi. Des affrontements qui ont fait 51 morts hier. Une spirale de la violence pourrait s'installer. Les partisans de Mohamed Morsi ont promis d'intensifier leur action contre ce qu'ils considèrent comme un coup d'État. Une poignée de main historique pour Airbus. Pour la première fois, Japan Airlines commande 31 avions A350. Depuis des décennies, c'était Boeing qui avait l'exclusivité du marché de la compagnie aérienne. Une victoire qui rapporte plus de 9 milliards de dollars à l'entreprise française. Le PDG d'Airbus vise maintenant 50% des achats japonais. Ils reçoivent le prix Nobel de médecine, les Américains Randy Chekman et James Rothman ainsi que l'Allemand Thomas Sudhoff sont récompensés pour leurs travaux sur les cellules, des recherches qui permettent des avancées sur les maladies comme le diabète. C'est le premier prix Nobel décerné de la saison 2013, un prix de 900 000 € que les 3 chercheurs se partageront. La montée du discours sécuritaire en dessin dans le monde d'aujourd'hui. Aurel dénonce l'immobilisme général, un dessin qui pourrait faire écho au succès du FN à Brignoles. Voilà, et avant de refermer ce journal, on revient sur cette information ce soir. La mort de Patrice Chéreau, décédé des suites d'un cancer du poumon à l'âge de 68 ans. Il était metteur en scène de théâtre et d'opéra, acteur, réalisateur. Il a mis en scène notamment Phèdre de Racine au cinéma. Il réalise Ceux qui m'aiment prendront le train. En 1994, il réalise La Reine Margot avec Isabelle Adjani. Il rencontre un grand succès auprès du public. Et puis, vous l'avez entendu dans ce journal, notre invité Xavier Darcos qui salue un grand artiste et salue sa dernière mise en scène, Electra, qui a été ovationnée au Festival lyrique d'Aix en Provence. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, votre soirée documentaire sur Public Sénat avec le film Aung San Suu Kyi, un rêve birman. À demain, avec plaisir, bien sûr.